Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Cette semaine, 6 dirigeants et autres personnalités nous offrent des billets pour atterrir au Mali, au Sénégal, en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être des nôtres. Jacques Boko, bonjour. Bonjour, Monsieur Kassa. Bonjour à vous, Adrien. Bonjour, Jérôme. Bonjour, amis téléspectateurs. Nous commençons par le Mali, naturellement. Vous y attendiez. Nous sommes avec le colonel Goïta, qui a été investi très officiellement président de la transition. Et il dit quoi, Jacques? Le Mali va respecter ses engagements. Oui, le colonel Goïta qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et a pris des engagements. Oui, je pense que s'il était attendu... Il voulait le poste, il l'a eu? Il a prêté serment. Disons qu'il a été oint par les institutions maliennes. Je pense que pour... tout le monde entier a vu cette prestation de serment et les engagements pris, au point où la CEDEAO même est allée après cette prestation de serment pour s'entretenir avec le président, le désormais président officiellement reconnu par le peuple malien. Il a promis de respecter les engagements. Je pense que c'est le plus important. Et si lui-même, en le disant, il peut vraiment respecter ses engagements, je pense que dans 18 mois, on fera le bilan. Ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il ne soit pas, disons, habité ou obnubilé par ce virus du pouvoir. Parce qu'on l'a vu ailleurs, des balayeurs qui sont venus balayer la maison et qui ont promis de vite partir, mais qui ont été après tentés par l'exercice du pouvoir. On a vu en Côte d'Ivoire avec Robert Gueye, on a vu également le cas d'Addis Camara. Donc ce qu'on peut souhaiter au colonel Goïta, qui, ma foi, on l'a dit dans l'émission précédente, est sorti victorieux dans cette affaire parce que désormais, plus rien ne peut l'arrêter. Il est officiellement installé en tant que militaire, ce que des institutions ne voulaient pas entendre de leurs oreilles ou voir de leurs yeux, ce que des puissances ne voulaient pas accepter. Il a fini par l'obtenir. Certainement qu'il dira je les ai eus et mon coup me marche bien. Il voulait le poste, il l'a eu, Adrien. Oui, enfin Goïta lui-même, pour être s'exclamer. Ah oui, enfin Goïta lui-même. Parce qu'au premier coup, bon, il a dû trouver la parade, on a été chercher un officier à la retraite, on l'a placé. Mais cette fois-ci, quand même, il a carrément fait comprendre à la communauté internationale qu'il fallait que lui-même soit aux avant-postes. Pourquoi? Parce que, il a dit, ça fait partie des reproches faits aux dirigeants qui ont été évincés, malgré eux. C'est là que justement, il n'arrivait plus à tenir par rapport à la feuille de route, à honorer les engagements pris. Et c'est à dessein que lui dit, il affirme au but interbi que le Mali honorera ses engagements. Mais au-delà, on nous a dit que la CEDEAO est retournée là-bas. Moi, je suis tenté de dire, j'ironise à peine, que la CEDEAO, à son tour, après la prestation de serment, après que Goïta a été investi officiellement président de la transition, la CEDEAO également allait faire allégeance à Goïta. Ah oui, elle est allée faire allégeance. La CEDEAO est allée prendre officiellement acte. Il y a quelques instants. Justement, mais encore que nous avions dit, une fois déjà dans ce studio, sur ce plateau, que suite à ce qui se passe là, la CEDEAO et les puissants n'auront pas le choix. Ils seront obligés à composer avec le colonel putschiste s'ils tiennent véritablement à trouver une issue à cette crise qui se profilait à l'horizon au Mali. Donc, c'est-à-dire que, bon, je ne dirais pas que chacun était cynique. Et du coup, Goïta pourrait se dire, en sous-main, je les ai eus. Mais non, bon,
le coup lui a marché tout simplement. Et vous voyez bien, il a prêté serment dans une tenue d'apparat. Il annonce les couleurs. En cela que dans 9 mois, 9-10 mois ou plus. Ça va se faire à bonne date, il a dit. Hein, ah oui, vivement qu'il le fasse. Vivement qu'il le fasse. Ah, vous l'attendez là? Oui, vivement qu'il le fasse. Vivement, Jacques l'a dit, vivement qu'il le fasse pour quand même montrer patte blanche. Pour que demain ne soit pas dit qu'il n'a pas honoré ses engagements. Parce qu'en fait, d'engagement, c'en est également un. Vivement que l'expérience Amani Touré l'inspire. Il a fait un coup. Il est revenu maintenant, vous comprenez bien, par la grande porte, la porte démocratique. Vivement qu'il en soit ainsi également pour le colonel Poutis Koïta. Mais en attendant, il va falloir qu'à la fin février, qu'au mois de mars 2022, il puisse, avec son Premier ministre, dire véritablement et prouver à la face du monde. Mission terminée. Les abotos, pour ne pas le dire. Alors, vous l'avez suivi, Goïta, il n'a pas nargué la France. Oh non, bon, il n'avait même pas intérêt. Je pense que lui, il doit montrer qu'il n'est pas dans un bras de fer avec quelque puissance que ce soit. Et son attitude, moi, je pense que c'est la meilleure attitude. C'est vrai qu'il avait dit qu'il n'a pas un frein à l'extérieur, tout ça. Mais de sa position, il faut qu'il sache se maîtriser, ce qui sort de sa bouche, là où il pose les pas, parce que le peuple malien, c'est vrai, semble être avec lui. Mais attention, si Goïta commence à faire de faux pas, nous allons constater que les gens vont commencer à le critiquer dans la rue, peut-être à marcher. Et heureusement, je dirais heureusement qu'il a le mouvement le plus populaire désormais avec lui. Je veux parler du M5, du Premier ministre qu'il a nommé. Certainement qu'il a vu juste. En tout cas, d'ici 1 an, nous aurons le temps d'évaluer pour voir si il est à la hauteur de la tâche que, disons... Qu'il s'est confié. Qu'il s'est confié, ou que le peuple malien lui a confié, parce que... oui, mais à partir du moment où le peuple malien même ne manifeste pas de gêne à travers cette prestation de serment, puisque, bon, peut-être le peuple malien dira, nous respectons les institutions de notre pays, la Cour constitutionnelle notamment, qui a dit, bon, nous prenons acte de ta prestation de serment. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est cette CEDEAO qui continue de se décrédibiliser, qui chaque jour un peu plus, qui ne montre pas sa fermeté, qui ne montre pas son jusqu'au-boutisme, qui donne raison à ceux qui se disent, bon, ouais, nous allons tenter ce coup-là, voir, pour voir si ça pourrait marcher. À ces dirigeants qui peut-être volontairement volent des élections, sachant bien que cette institution ne pourra rien leur faire que peut-être de brandir des menaces qui restent lettres mortes, parce que bon, ça reste sur papier simplement, et après, bon, chacun prend son chemin. Si je prends les résolutions de communiquer suite à la visite de l'envoyé spécial, je parle de l'ancien président Goodluck Jonathan et sa suite. Quand je prends le communiqué pondu, on dit qu'on invite, d'abord on l'a félicité, le colonel Goïta, désormais président de la transition. La même CEDEAO. Et la même CEDEAO lui dit de respecter les engagements pris. Alors, où était cette CEDEAO quand, disons, le président, l'ancien président Ndao, qui a voulu former un gouvernement, n'a pas respecté les engagements, c'est-à-dire associer toutes les parties. Moi, quand la CEDEAO vient poser cette exigence ou cette demande au colonel Goïta, moi, ça me pose un problème. Je lis exactement la partie. On dit, la mission a félicité le président de la transition pour sa prestation de serment et l'a encouragé à conduire la transition en conformité avec les promesses et engagements énoncés. Et plus loin, au point 6, la mission a salué les engagements pris par le président de la transition et le Premier ministre de respecter les décisions du sommet extraordinaire d'Accra. Je pense que
quand on a dit ça, et que préalablement, il y a eu un président civil qui, voulant former un gouvernement, n'a pas respecté la partie militaire, je pense que c'est à cette même CEDEAO de condamner cette posture de l'ancien président de la République que de s'en prendre à Goïta. Parce que là, je suis en train de voir à travers ce communiqué du 2 poids 2 mesures. On demande quelque chose au colonel qu'on n'a pas pu faire respecter à l'autre civil d'hier. Bon, moi, en tant que professionnel des médias, nous ne pouvons que demander au colonel de mettre de côté son apparat de militaire et de faire dans la droiture, de fonctionner dans la droiture pour que l'histoire lui donne raison. L'histoire donne raison au colonel Goïta qui pourra peut-être dire au thème de cette transition, oui, j'ai eu raison de procéder ainsi, j'ai eu raison de mettre de l'ordre dans la maison. J'ai dit que je mettrais de l'ordre et je l'ai fait. Et il a commencé à dire il faut réduire le train de vie de l'État. Il n'a jamais vu autant de milliards. Hein. Il dit je vais en prendre pour donner de l'eau à mes compatriotes. Oui, c'est bon signe et c'est un bon départ. Parce que souvent, en Afrique, la plupart de ceux-là qui convoient le fauteuil moelleux présidentiel, le douillet fauteuil, à part cela, en plus des honneurs, du prestige, du poste, il faut bien s'enrichir. En fait, c'est cela. On vient là pour ça. Ah, mais malheureusement, le constat que nous faisons lorsque nous décryptons ce qui se passe dans la plupart des pays africains, c'est pour les avantages et les intérêts de soi-même, de ses proches, de ses lieutenants. Et parfois, ces intérêts divisent, opposent. Vous comprenez bien? Et c'est là il y a souvent des clashs. Donc, Jacques, sois rassuré. Hein. Fermeté jusqu'au boutisme de la CEDEAO, à moins que demain on ne me convainque. La CEDEAO est et demeurera impuissante. Qui sont ceux-là qui prennent les grandes décisions au niveau de la CEDEAO? Jacques, ce ne sont même pas les membres de la commission que préside Jacques Brou. Ils sont aux ordres. Ils sont aux ordres, ce sont les chefs d'État. Et je n'ai de cesse de le marteler. Ah, ton affaire, je la maîtrise. Donc, que chacun balaye devant sa porte. Que chacun fasse la loi chez lui. Parce que tu n'as pas à me dénoncer. Es-tu déjà propre chez toi? Es-tu déjà modèle chez toi? Mais tu as l'application déjà, les normes, ces dispositions réglementaires, élémentaires qui vaillent pour que tu viennes maintenant me donner des leçons. En fait, c'est là où le bas blesse. Donc, président de commission, délégation de la CEDEAO, mais non, je ne dis pas qu'ils sont des sous-fifres, mais ils ne sont que des envoyés. Et des envoyés qui ne font que porter les messages qu'on leur demande d'aller porter. Et vous avez vu, l'autre hier est buffade. Mais ils vont se rétracter, ils retournent faire le point. Prendre des instructions. Prendre des instructions. Alors que ce ne devrait pas être là. Je vous ai dit, c'est vrai que dans les années 60, 70, 80, nous étions en période dictatoriale. Mais lorsqu'on annonce les sommets de l'OUA, la défaite OUA, quand même, il y a des chefs d'État qui, à l'occasion de certains sommets, disent certaines vérités, prennent position, adoptent des postures, à faire peur même aux dirigeants occidentaux. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus cela. Il faut bien que tu fermes les yeux sur ce que moi j'ai fait chez moi. Demain, toi-même, tu feras la même chose chez toi. Nous allons fermer les yeux. On vient, les postes qu'il y a distribués entre nos compatriotes, on les positionne, et ça finit. Et c'est là qu'il est question. Donc, fermeté jusqu'au bouddhisme, non, c'est vrai, c'est l'ancienne qu'il faut chanter. Mais à voir ce qui se passe là, ce n'est pas évident que la CEDEAO puisse frapper de poing sur la table et je vous dis, ça va dans tel pays. Parce que c'est en amont. C'est en amont que lorsqu'on voit les crises s'annoncer ou profiler à l'horizon, on devait déjà anticiper, aller dissuader ces chefs d'État qui sont les plus forts ou bien les responsables d'institutions du compte pouvoir pour dire attention, là où ça va là, ce n'est pas bon, ça pourrait déraper, on ne le fait pas. Après coup, on vient durant constater. On multiplie les faux pas. Mais justement, on tire pas le son. Mais on s'enlise parce que ceux qui sont les arbitres au niveau des institutions de pouvoir, qui devraient même un peu attirer l'attention des institutions, des chefs d'État sur ces situations, eux-mêmes sont complètement compromis, la plupart. Que voulez-vous qu'ils disent désormais? Ils ne font que constater, officialiser même, et constater que tel a été élu régulièrement. Basta. Et Maïga devient Premier ministre, Jacques. Oui, Maïga du M5, il devient Premier ministre à quelque chose, disons, malheur est bon. Il a fallu que l'autre
tête s'en aille pour que Maïga retrouve, je ne sais pas si je dirais sa place, parce que le M5 a joué un grand rôle dans la chute de Ibeka. Normalement, c'est ce mouvement qui devait, si on doit s'en tenir au fait... les gros dividendes, c'est ça? Exactement, exactement. Mais bon, peut-être... au bout des compromis ou des compromissions, on est allé à former un gouvernement civil mélangé à des militaires qu'on a remis en cause. Bon, il a une lourde responsabilité de conduire le gouvernement. Souhaitons-lui bonne chance et qu'il se donne aussi raison, qu'ils ont eu raison d'avoir fait ça en son temps, c'est-à-dire d'avoir combattu Ibeka. Il ne faudrait pas que ce qu'on a reproché il y a quelques mois à Ibeka, qu'on commence à retrouver ça dans sa gouvernance, parce qu'il est le chef, disons, du gouvernement malien désormais. Il a une lourde responsabilité de conduire cette transition avec le militaire qui a le gouvernail. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter? Bonne chance. Mais par rapport aux erreurs ou aux errements de la CEDEAO, vous voyez, ça fait déjà 2 militaires au pouvoir en Afrique, surtout ces derniers mois. Le Tchadien ne va pas de lui. Je parle du Tchadien, je parle du Malien, et peut-être ça peut faire d'autres émules. Ça peut faire d'autres émules à cause de l'incapacité de la CEDEAO à trancher, à taper. Bon, à partir du moment où vous avez déjà laissé, disons, un trou dans l'édifice, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Peut-être qu'il y a d'autres militaires qui seraient tentés. Il y a d'autres militaires qui seraient tentés forcément. Et si ça arrivait dans d'autres pays, qu'est-ce que cette CEDEAO fera? Qu'est-ce que l'Union africaine fera? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que je l'ai dit, dans l'autre émission, on a débattu de ça. Militaires et civils, désormais, à un sommet des dirigeants ouest-africains ou de l'Union africaine en Afrique. Alors que nous avons vécu ce schéma-là, ce spectacle-là, dans les années 70 à 90. Nous voulons rouvrir cette page. Où allons-nous? À cause de la faiblesse de nos institutions, à cause de la faiblesse de nos dirigeants, à cause de l'incapacité de nos dirigeants à bien prendre en main les choses. Et beaucoup plus des civils. Moi, c'est vrai, Goïta, vous l'avez rappelé tantôt, il a dit que lui n'a pas besoin d'autant d'argent. Il ne faudrait pas que ça soit une opération de charme. Des premières heures de prise de pouvoir, nous l'avons vu par le passé. Il y a d'autres qui viennent, qui charment le peuple, et après quelques mois, ils sont piqués par le virus du pouvoir. Et c'est ce que je redoute, je crains pour le colonel Goïta. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans ce piège. Il ne faudrait pas qu'il dise, oui, j'ai fini par les avoir, je peux maintenant me servir. S'il fait cela, il sera décrié. Et peut-être qu'il sera évincé aussi à son tour. Adrien, Maïga ne voulait pas d'un président militaire, il en est le premier ministre. Mais l'évidence a commencé a fini par... la théorie, c'est... c'est cela. Et je comprends bien Jacques, qui souhaite qu'il ne tombe pas dans un certain nombre de panneaux. C'est vite venu? C'est vite venu, là. Ah là là. Mais lorsque vous n'êtes pas encore installé dans le fauteuil, le douillet, et moi le fauteuil présidentiel, mais le discours est beau. La gueule. Ah oui, les mots sont choisis pour charmer l'opinion nationale et internationale. Mais une fois dans le fauteuil, c'est fini, cela vous tourne la tête. On vous méconnaît. Il y a plein d'exemples et plein de cas sur le continent. Souhaitons que ce ne soit pas cela pour le colonel Goïta. Vivement que Thomas Sankara, c'est vrai qu'il n'a que 37 ans. Je dirais que, il était encore enfant quand on assassinait Thomas Sankara. Mais qu'il lise un peu Thomas Sankara, qu'il s'inspire de Thomas Sankara. S'il pouvait le faire, cela sera mieux pour lui. L'essentiel, en son temps, de faire le bilan, qu'il
ne vienne pas à faillir pour qu'à l'heure du bilan, on puisse véritablement dire qu'il a honoré ses engagements. Et maintenant, après la CEDEAO qui a validé, certainement que la France aussi va s'aligner. Et en Afrique centrale, l'autre semaine, la CEAC a validé. Exactement. Le jeune Tchadien a décidément... Nos institutions Pardon? Nos institutions Côte d'Ivoire. Ah, je n'en sais rien. Vous avez vu, non? La CEDEAO ici en Afrique, en Afrique occidentale, la CEAC. Au niveau de la CEAC, il nous faut en être autrement. Vous savez là-bas que c'est une autre logique. Les enfants de président. À positionner. C'est encore notre paire de manches. Et c'est maintenant que la CEAC et les puissances régionales ou continentales, internationales doivent pouvoir déjà se pencher sur le cas et voir venir le danger. Parce qu'en fait, le danger, c'en est un là, pour l'Afrique centrale. Nous sommes en France maintenant avec Macron, qui a été giflé lors d'un déplacement. Et qui parle, c'est Marine Le Pen. Elle dit: ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie, Jacques. Non, je pense que... C'est Le Pen qui le dit. Vous avez bien fait de... Je vous vois venir. C'est Marine Le Pen qui parle. Disons, cette opposante en griffe à la gouvernance Macron, son challenger à la précédente élection, oui, à l'élection présidentielle passée. Je crois que, comme Marine Le Pen, beaucoup d'acteurs politiques, d'anciens présidents de la République ont condamné l'acte parce qu'à un moment donné, il fallait taire les querelles et aller au chevet en griffe de celui qui a été giflé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de la personne de Macron, mais de l'institution. Et Marine Le Pen serait dans les mêmes fonctions qu'elle pourrait peut-être avoir aussi cette baffe-là. Donc, il fallait quand même condamner, même si vous avez des divergences, même si vous ne vous entendez pas sur certains points, il faut mettre ça de côté et aller sauver la République, puisqu'il s'agit de la République qui est en danger. Emmanuel Macron touché, que ce soit dans son pays ou à l'extérieur, c'est la France, c'est de la France qu'il s'agit, c'est du drapeau qu'il s'agit. Et je pense que les Français, les acteurs politiques français l'ont compris. Et à l'unanimité, je dirais, ont condamné l'acte et que, par ailleurs, je condamne aussi, même si nous sommes dans un pays de démocratie, je ne vois pas cette colère qui peut vous pousser à aller gifler un chef de l'État qui est une institution. Je l'ai rappelé, le monsieur dont il s'agit l'a un peu exagéré. Si vous avez des récriminations, il y a 1001 voix pour vous faire entendre. Ce n'est pas en ces occasions-là qu'il faut trouver, qu'il faut se saisir de l'occasion pour gifler un chef de l'État. C'est vrai que Macron n'est pas le premier dirigeant français à être agressé de la sorte. On a enfariné beaucoup d'autres, on a jeté la pierre à d'autres. C'est un acte à condamner. Et ce qui a retenu aussi mon attention, c'est la façon dont on a géré ça, surtout la garde rapprochée du président français, qui peut-être, si ça se passait ailleurs en Afrique, on allait peut-être exterminer ou bien les morts. Voilà, les morts déjà dans le rang. On dit que les Français sont coutumiers du fait, Adrien. Oui, en cela, justement, que Jacques faisait allégeance là tantôt. Sarkozy, Jacques Chirac, paix à son âme, Manuel Valls, Hollande, le ministre Hollande, ils ont eu des fortunes diverses. Quoi. Là, bon, c'est regrettable. Et comme Jacques le dit si bien, c'est regrettable. Nous devons nullement tolérer ce qui s'est passé là. Parce que c'est le drapeau français, c'est l'institution qu'incarne Emmanuel Macron qu'il faut voir. C'est plus que de l'outrecuidance de la part de ce Français-là qui a eu à porter la main sur les chefs de l'État. C'est vilain comme geste. Il va falloir qu'il subisse, comme on le dit, c'est là où lorsqu'on dit subir les rigueurs de la loi, il faut appliquer. C'est là. Il est à la barre ce jour. Ah oui, il est à la barre. Nous attendons de voir la suite. Il va falloir que des dispositions soient prises. Parce que... Mais il pourrait aller loin.
Oui. Ah oui, il pourrait aller loin. S'il était armé. Justement. En fait, c'est ça qui est la question. Et là également, bon, je vais être un peu dur avec la garde rapprochée. N'est-ce pas qu'ils ont également manqué de vigilance? Parce qu'une garde rapprochée également, c'est le flair. Hein? Oui, mais les chefs d'État sont capricieux, je vous dis. Ils sont capricieux. Oui. Alors là, oui. Ils n'écoutent pas toujours. Circonstances atténuantes, alors, pour la garde rapprochée, c'est vrai. Parfois, bon, obnubilés par quoi, je ne sais, en un tour de main, ils veulent montrer que c'est qu'ils savent prendre... ils sont populaires. Ils sont populaires, les bains de foule. Puis ça vire au populisme à une autre pareil. Et puis, vive les dégâts. Hey. La République atterre complètement comme ça, Jacques. Oui, on ne doit pas, parce qu'il y a la démocratie, disons, en abuser. Ce citoyen français, il a abusé de la démocratie. Et je pense que le président même l'a compris. C'est vrai, il a semblé banaliser le fait, mais il est quand même resté ferme. Il a dit qu'on ne doit pas tolérer ça, parce que, au-delà de tout, c'est vrai, c'est un acte isolé, mais que le plus important, c'est qu'il y a d'autres problèmes auxquels les Français sont préoccupés et qu'il faut passer à autre chose. Alors quand on est fâché, on fait ça au chef de l'État, Adrien? Bon, nous n'avons de cesse de le dire, hein, chacun doit savoir pouvoir raison garder, quel que soit ce qui vous oppose au chef de l'État. Et nous avons parlé d'institution, ce n'est pas la personne du chef de l'État en tant que tel, c'est une personne. Donc c'est toute la République, c'est l'institution. Donc vous comprenez bien qu'on doit pouvoir s'abstenir de ces vilains gestes-là dans la République. On ne peut plus faire ça. Comme ça, vous déconseillez au chef d'État africain les bains de foule? Déjà, Adrien? Bon, je ne le déconseille pas, mais à l'avenir, c'est sûr hein, que déjà, des dispositions sont prises. On tire le son déjà. Vous savez qu'on est frileux par rapport au problème de sécurité sous nos tropiques. En Afrique, je veux être précis. Oh là là, on est frileux. Déjà, dans certains états-majors des chefs d'État, des dispositions sont en train d'être prises. Est-ce qu'on ne va même pas remanier des gardes rapprochés? Bon, vous voyez, il y a ça. Mais, dorénavant, par rapport aux bains de foule, ils vont devoir faire la part des choses. Non, mais quand l'acte s'est produit, moi j'ai donné raison à ces chefs d'État qui font d'abord 3 arrêts et qui sont au 4e arrêt et agitent la main à leurs compatriotes, à leurs concitoyens. Non, on ne doit pas leur déconseiller ça. Je pense que les bains de foule, si vous ne vous reprochez absolument rien, voilà. Ça vient naturellement. Il y a des gens qui sont là, qui veulent vous serrer la main et vous pouvez passer devant 100 personnes. Un fou peut être à côté, non? Oui, un fou peut être à côté, mais ça arrive très rarement. Si les populations vous portent, si vos compatriotes vous portent, il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire votre bain de foule. Vous pouvez même marcher sans garde du corps dans le pays, sans que les gens ne vous agressent. C'est pourquoi il faut vraiment travailler à ce que tout le monde se retrouve dans votre gouvernance, dans votre façon de gérer. En tout cas, pour la plupart. On ne dira pas ici que bon, la gouvernance de Macron est à 80%, disons, acceptée des Français. Il y a beaucoup d'attentes qui ne sont pas jusque-là comblées. Les gens ont vu venir peut-être un jeune, peut-être plein d'ambition, mais par la suite, les ardeurs se sont étiolés, peut-être face à l'exercice du pouvoir. Mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à un chef de l'État qui reste une institution qui, disons, vous représente partout dans le monde. Donc, il faut condamner ça et demander que cela ne se reproduise. Il y a 1000 manières d'exprimer sa colère. Il peut aller poster sur sa page Facebook qui n'est pas d'accord. Qui va lire? Non, on lit. Adrien, vous blâmiez tout à l'heure la garde rapprochée. Mais elle aurait pu aller loin. Oui, justement. Vous mieux la saluer là, non? Voilà, pardon. Vous mieux saluer la garde rapprochée. Oui, parce que là, par rapport à la posture qu'ils ont adoptée, ils ont eu le sang-froid, le calme nécessaire. Parce que ça aurait pu aggraver. Je vous ai vu, le président même. Il faut quand même apprécier le fait que le président de la République a été fair-play. Tout le fair-play, parce que, en Afrique, on a dû déjà écouter la tournée. Oui. On va faire... Tout de suite.
là, bon, il retourne chez... On retourne et puis après, le soir, on peut vous dire que, bon, suite à tel événement, à telle chose, bon, on a jugé opportun de replier d'abord, de revenir à la base, et puis on reverra, bon, ainsi de suite. Mais il allait d'abord, juste après, dans un restaurant, déjeuner avec tout le monde. Oui, et tout ça, et puis après, il a repris. Parce que n'oubliez pas, c'est vrai, il y a des élections en vue, là, incessamment en France, des régionales, si je me trompe, hein, en tout cas, il y a des élections, et dans un an exactement, nous sommes en mai, là, en mai 2022, Macron devra remettre en jeu son mandat. Ils l'ont déjà, sérieusement, ce côté-là également, vous comprenez bien. Tout ça, bon, espérons que ce soit également des points glanés à l'occasion. Non, sur cette dernière préoccupation, je pense qu'il faut saluer la garde républicaine, franchement, qui n'a pas fait de morts et de blessés, parce que ailleurs on aurait déjà fait beaucoup de dégâts, on aurait procédé à beaucoup d'arrestations et peut-être être en train de martyriser déjà ceux-là qu'on a appris des présumés. Alors que... Présumé, ce qu'on dit tout le monde a vu là, c'est encore présumé. Non, attention. C'est l'expression consacrée. On arrête le principal, mais peut-être par la suite, il y a d'autres qui sont suspectés et on les arrête sans qu'ils ne soient réellement impliqués. Mais ici, on n'a pris que 2 personnes, celui qui a filmé et celui qui a commis l'acte. Donc moi, je pense que c'est du professionnalisme, ça, et on les a confiés par la suite à la justice qui doit faire son travail. Ça, c'est le minimum qu'on puisse enseigner, qu'on puisse demander, le respect des droits élémentaires. Voilà. Et nous sommes en Afrique du Sud où le ministre de la Santé a été suspendu et la présidence sur un communiqué où on peut lire ceci. Adrien, cette période de congé spécial permettra au ministre de répondre aux allégations et aux enquêtes concernant les contrats entre le ministère de la Santé et un fournisseur de services. Oui, c'est tellement une sorte d'introspection pour lui, pour faire l'inventaire, pour se rappeler éventuellement ceux avec qui il a contracté. Vous savez que au moment où certains s'échinent à mener la croisade contre cette fameuse pandémie du Covid-19, c'est également une opportunité pour d'autres. Vous avez vu, dans un pays africain déjà, à part ce pays-là, il est advenu également une vilaine scène de la sorte où, au Parlement, un ministre a été démasqué et il a été dit que, évidemment, qu'il a pris des libertés avec le Front de la République par rapport à cette lutte-là. Donc, vivement qu'au niveau de ce ministre-là, bon, il s'en sort à bon compte, mais ce n'est pas certain, parce que déjà, il y a des indices et il y a des preuves. On le tient là. On le tient. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut se débattre pour sortir, pour éviter cet étau. C'est tellement qu'il va finir normalement devant les juridictions compétentes qui connaîtront de son dossier. Les contrats, ça va tuer, hein, Jacques? Oui, et Ramaphosa a compris, ne voulant pas être comptable des agissements de ce ministre, parce que si ça pétait, on dira que c'est sous Ramaphosa que ça s'est passé et on mettra ça sur son compte. Il a compris et il a vite agi. C'est juste un congé et normalement ça devrait être ainsi. Lorsqu'on sent des soupçons, on doit sortir le supposé, en tout cas incriminer, le mis en cause. On doit le sortir pour que il aille répondre de ses actes. S'il est blanchi, il sera réintégré. Je suis sûr que Ramaphosa, s'il advenait que ce ministre, à la suite de l'enquête, s'en sort blanc comme neige, il sera réintégré. Parce que quoi? N'oublions pas que Ramaphosa, sans doute, a tiré leçon du passage de son prédécesseur, Jacob Zuma, le célèbre. Et il a fait des aveux lui-même, Ramaphosa, que la NLC aurait pu éviter cela, le passage, disons, ténébreux
de Jacob Zuma à la tête de l'État sud-africain. Si l'ANLC avait anticipé... L'ANC avait... Il y a une structure chargée de lutter contre la corruption. Absolument. Un pays africain. Absolument, c'est mon parti politique. Ça, c'est vrai. Si l'ANC avait anticipé qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à l'écouter, à, disons, le traîner devant des commissions d'enquête. Et je salue l'acte et vivement que la lumière soit faite et que qu'on le traite comme il se doit à ce ministre-là. C'est ça un vrai chef, Adrien, peut-on dire? Cela doit pouvoir servir d'exemple. Faire école. La moiture. Oui. Retirez-vous. Oui, bon, cela me rappelle une sorte de situation où malheureusement, à un moment donné dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, le ministre a été soupçonné de corruption. Bon, on l'a mis également à l'écart. On met sur pied une commission d'enquête. Finalement, il nous est revenu que ce ministre n'en était pour rien. Sait-on jamais. La commission devrait forcément dire ce que vous voulez. Mais au fait, mais in fine, quand même, il ne devrait pas être question de cela. Ce n'est pas de ça qu'il doit s'agir dans le cas de l'Afrique du Sud. Vous allez voir, là-bas, avec plus... On est plus sérieux, c'est ça? Oui, avec plus d'entre gens. Oui, avec plus d'entre gens, vous allez voir. Si les enquêtes prouvent à suffisance que ce ministre-là n'en est pour rien, des excuses pourraient lui être présentées, excuses publiques, s'entend. Et bon, s'il doit revenir au gouvernement, bon, ils en discuteront, certainement, parce que faudrait pas quand même salir la réputation de certains ou bien les faire entacher pour véritablement après venir se dire que bon, rien n'en est. Mais non. Mais je crains que ce ministre-là, avoir l'allure que prend la situation, je crains qu'il s'en sorte. Il faut promouvoir les contrats transparents. Exactement. Pourquoi pas lancer l'appel d'offres publiquement, que les gens soumissionnent, qu'il y ait une commission indépendante qui fasse le tri, véritablement indépendante, oui. Donc qu'on clarifie tout. Oui, il doit en avoir, M. Kassa. Oui, bien sûr. En tout cas, en Afrique encore, tout n'est pas encore gâté, comme on le dit. Il doit en avoir. Il faut que les gens y aillent dans la transparence. La lutte contre la corruption, c'est aussi cela. Et non, appeler peut-être un copain qui vous a proposé ou bien qui vous a soutenu à aller au gouvernement et lui donner des marchés alors qu'il y a des institutions ou des structures à même d'exécuter convenablement ce marché. Peut-être que cette structure ne pourra même pas livrer ou exécuter le marché dont il s'agit. Mais moi, je salue l'acte du président. C'est un acte responsable parce que ailleurs, on aurait pu venir justifier ça pour dire qu'il n'en est rien, que c'est faux, parce que, bon, comme on le dit, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est déjà salutaire. Nous sommes aux États-Unis à présent, où la vice-présidente ne chôme pas. Hein. Là-bas, on ne dort pas. Hein. On travaille. Eh oui. Il dit quoi? Aller au Guatemala et au Mexique. La politique des États-Unis pour gérer la crise migratoire, c'est d'aider les pays sur place. Oui, je pense que... C'est bien vu, là? C'est bien vu. Et c'est en cela que la politique des démocrates diffère toujours de celle des républicains. Vous avez vu, Donald Trump, lui, attention, restez chez vous, je construis un mur pour que vous restiez chez vous, ne venez pas nous envahir ici. Alors que, ce faisant, c'est que vous ne soignez pas le mal à la racine. Ça va se démultiplier et peut-être le trop-plein va se déverser toujours en Amérique, en tout cas aux États-Unis. Et celle-ci a compris, en tout cas l'administration Biden, à travers la vice-présidente, a dit nous préférons aller intervenir dans les pays parce qu'il faut maintenir sur place les migrants, en investissant, en revoyant peut-être le développement dans leur pays. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des pays qui sont, disons, frontaliers aux États-Unis où la vie n'est pas... On ne vit pas bien. Donc, quand c'est comme ça, les gens voudront
venir de l'autre côté. C'est vrai que dans les années 60, 70 ou un peu avant, des gens comme Harris, la vice-présidente, ont bénéficié de cette migration pour aller vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Il va falloir changer de paradigme. Et ce paradigme-là, c'est cela que la vice-présidente est en train de proposer, c'est-à-dire réussir à maintenir sur place ceux-là qui trouvent le besoin de venir envahir les États-Unis, peut-être qui n'ont pas de boulot, mais qui viennent dormir dans la rue, qui viennent manger dans les poubelles. Pourquoi ne pas aider leur pays à aller au mieux-être pour que les gens soient maintenus sur place? Je pense que c'est une bonne thérapie. Si une bonne option des États-Unis. Oui, une bonne option, certes, mais n'en demeure pas moins que c'est une patate chaude entre les mains de la vice-présidente. Vous comprenez bien que ce soit le Mexique, Guatemala, Honduras, Salvador. Vous comprenez bien que c'est un foyer. C'est sérieux. Bon, parlant même des investissements sur place, dans ces pays-là, dans les pays d'origine de ceux-là qui ont tendance à quitter leur pays pour rejoindre les États-Unis. C'est vrai, on va investir, mais quel sera le mécanisme mis en œuvre? Parce que il faut tenir également compte de la poursuite des dirigeants de ces pays-là, en fait. Oui, les États-Unis voudront bien aller investir sur place, massivement, mais quelle sorte de politique on y mène? Comment ça va se passer? Parce que c'est un véritable casse-tête. Elle a dit qu'elle avait surtout parlé avec les chefs d'État. Ah, justement, parce que sans eux, on ne pourra pas atteindre un certain nombre d'objectifs, surtout sur le plan des investissements. Donc, je crois savoir que, vivement que ces chefs d'État-là soient ouverts au dialogue. Parce que tous ne sont pas non plus sur la même longueur d'onde que l'administration Biden actuelle. Donc, il va falloir que l'un dans l'autre, les dirigeants de ces différents pays-là, en plus de ceux des États-Unis, trouvent le juste milieu pour que la politique migratoire que l'administration Biden tient à imposer soit véritablement bénéfique pour les différentes parties. Il y a quelqu'un qui a dit, Jacques, que c'est aussi une formation pour Kamala Harris, c'est vrai? Ah oui, c'est vraiment une formation, puisque d'abord, elle-même, elle est fille de migrés. Je pense que c'est une patate chaude, comme l'a dit M. Amoussou. Maintenant, les réalités ne sont plus les mêmes. Elle a bénéficié des avantages liés à la migration pour être aux États-Unis. Elle-même, elle s'en sort aujourd'hui avec un poste de vice-présidente. Elle est désormais dans un combat contre la corruption, la drogue et tout ça à la fois. C'est vraiment une patate chaude. Comment va-t-elle s'en sortir avec le président en exercice, le président Biden? C'est vraiment délicat. Et en cela, je rejoins M. Amoussou par rapport à sa proposition. Il faudrait que les chefs d'État des pays dont il s'agit, Salvador, Mexique, etc., soient ouverts au dialogue, acceptent. Parce qu'il faut une action concertée. Il faut que les gens conjuguent les efforts. Sinon, les États-Unis seuls ne pourront pas régler ce problème. Ils ont beau investir dans ces pays. Et si les pays-là même ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés, il y aura toujours un flux migratoire vers les États-Unis. Maintenant, si c'est par rapport à l'investissement même, moi je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la politique des États-Unis en matière d'investissement dans un pays. Parce que, attention, ils mettent les barrières pour qu'il n'y ait pas détournement, pour qu'il n'y ait pas corruption. Mais il faudrait que, effectivement, les dirigeants de ces pays soient impliqués, se sentent concernés par le sujet dont il s'agit, parce que c'est un sujet vraiment préoccupant pour le monde entier. Au Sénégal, un célèbre détenu dénonce la lenteur judiciaire. Il dit quoi? Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, il le précise, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas les libérer, Jacques. Non, mais je pense que le problème est à situer sur trois aspects, trois angles. D'abord, lui-même détenu, il use de quel droit
pour pouvoir s'échapper, pour dire que oui, personne ne l'écoute. En tant que détenu, je pense qu'il doit avoir accès, il doit échanger normalement avec un avocat. Il dit qu'il a écrit tout le temps au procureur. Oui, mais s'il a écrit, c'est vrai qu'on a dit que en matière de crime, ce n'est pas aussi rapide qu'un délit. J'ai entendu quelqu'un proche du tribunal le dire. C'est vrai, il a des droits. Mais en tant que détenu, c'est comme s'il est en train de se faire justice. Pourquoi fuir? Encore que ce n'est pas la première fois qu'il fuit. C'est la 10e, la 12e fois environ qu'il est il n'a pas fini. Et il n'a pas fini. Il a juré. Je pense qu'il aggrave encore sa situation. C'est vrai, il ne faut pas souhaiter, disons, cette longévité dans les geôles. Ce n'est pas bien, parce qu'il a des droits au-delà de tout. Mais on finira forcément par le juger. Et si on devait même le condamner à 12 ans, à partir du moment où il a déjà fait 8 ans, il ne fera plus 8 ans. On va comptabiliser tout ça. Donc, sur ce point, il n'a pas raison de procéder ainsi. Il ne doit pas se rendre justice. Ensuite, maintenant, par rapport à la sécurité, attention, quand même, on a dit une prison hautement sécurisée. Comment en Afrique. En Afrique. Oui, mais comment a-t-il pu s'échapper à tout ce dispositif, même au niveau des tours qu'il y a au niveau de cette prison? L'évasion, c'est pas pour les inintelligents, Jacques. Non, mais je pense que ceux qui sont chargés de garder ce détenu ont failli. Et on a raison de procéder à des arrestations, même si après lui-même a été rattrapé. L'autre chose, c'est qu'il faut demander à la justice aussi, à la justice de s'intéresser à ça. Parce que des cas comme celui dont nous parlons sont légion. Il y a des gens qui croupissent dans les prisons et on ne les écoute même pas parce qu'ils n'ont personne. Alors que peut-être c'est juste un stylo qu'il a pris ou bien un coq, ou bien il n'en a même pas pris. Il a été soupçonné, on l'a appris. On l'a juste jeté en prison et on ne s'occupe pas de. Je pense qu'il faut accélérer ces procédures-là pour que même si on a tué quelqu'un, qu'on soit situé sur sa peine. Adrien? Oui, certainement qu'il y a une procédure et il y a un code de procédure pénale dans ce pays-là. Oui, parce que, à ce que je sache, dans le code de procédure pénale, il y a des dispositions qui indiquent clairement le délai qu'on nous aurait excédé par rapport à certaines infractions avant de vous présenter soit au procureur, avant que vous ne soyez jugé, avant que la peine ne soit en instruction. C'est vrai que dans certains pays africains, puis avoir les dispositions réglementaires, puis avoir les dispositions du code de procédure pénale, bon, cela pourrait se faire également à la tête du client. Mais cela n'excuse pas ces travers-là que nous constatons. C'est sa façon à lui de dire attention. Oui, mais certainement que cette fois-ci, ce cri de détresse fera tilt dans la tête de ceux-là qui ont à charge. L'appareil judiciaire en main. Oui, en tout cas, certainement que cette fois-ci cela fera tilter. Ils voudront bien se pencher sur ce dossier-là. Et puis, s'il a fait en instruction, pourquoi ne pas accélérer la procédure pour que véritablement il soit fixé sur son sort. Comme ça, quelqu'un qui peut se taper peut-être 1 mois de prison, on le condamne, il reste là 20 ans. C'est après qu'on lui dit, mais 1 mois, ça aurait suffi. Alors qu'on ne va plus le dédommager pour les 19 années et quelques passées. Doit-on se foutre des hommes comme ça? Non, il faut en appeler surtout à la justice. C'est la justice. Peut-être, on dira qu'on n'a pas les moyens pour écouter tout le monde de façon, disons, pour accélérer les dossiers. Mais il faut quand même pousser, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très bien connu. Mais cela ne justifie pas son acte. Et je continue de dire que ça pourrait même aggraver sa situation. Parce que quelqu'un qui a fui et qu'on a rattrapé à 100 km, il est en train de partir. Et heureusement pour les agents de sécurité qui ont fini par l'arrêter. Sinon, certainement que les gens feront la prison à sa place. Et quel est ce juge qui fera la prison si le monsieur réussissait à s'enfuir et à aller dans un autre pays et qu'on ne le retrouve pas? Donc,
le plus important, je pense que le juge pourrait se retrouver à sa place un jour. Oh. C'est pas exclu. Oui, ce n'est pas exclu, mais si c'est pour le cas d'évasion, qu'on dise que oui, parce qu'il s'est évadé, qu'un juge va se retrouver en prison, je pense que parce qu'on a traîné. Parce qu'on a traîné, oui, mais ceux qui sont chargés de sa sécurité sont les premiers responsables. La preuve, quand ça a commencé... Qui l'a contraint à faire ça? Mais c'est la justice. Dites au juge. Je suis d'accord avec vous et on l'a dit, oui, M. Kassa. Dites-le proprement. Parce qu'ils pourraient se retrouver là eux-mêmes un jour. Bien sûr, on l'a dit, M. Kassa. Mais reconnaissons également que celui qui a posé l'acte ne devait pas le faire ainsi, et aussi aux agents de sécurité chargés de veiller sur la sécurité de ces détenus, de le faire et bien. Voilà, toutes les parties sont servies. C'est bon. Nous sommes en France, nous allons beaucoup d'ailleurs par la France. PPDA accusé de viol. Et il dit quoi? C'est une dénonciation calomnieuse inspirée par une quête de notoriété inconvenante. Je suis avec vous, Jacques. Ça vous fait rire carrément. C'est une affaire entre adultes, M. Kassa. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat. Parce que pour une femme qui se lève plusieurs années après, et qui a attendu... Pourquoi seulement maintenant? Écrit un livre d'abord, et dans le livre, on ne vous a pas cité directement, et après, pour sa curiosité, il dit, bon, oui, c'est telle personne maintenant, je dévoile, alors que dans le livre, on n'a pas dévoilé votre identité. C'est un peu délicat. Bon, c'est vrai que dans un premier temps, celui dont il s'agit, PPDA aussi, a dit qu'il n'en est rien. Mais dans une interview, pas fini, il dit oui. Ce comportement où il y avait parfois de petits bisous dans le cou, de petits compliments, du charme, de la séduction. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. C'est pourquoi je vous disais que c'est délicat. Qui croire? C'est la parole de PPDA contre celle de Florence. Cette affaire n'a jamais de témoin, c'est ça? Cette affaire n'a jamais de témoin, parce que même devant la justice, on vous demande des pièces que vous ne pourrez même pas... Quelles pièces vous produisez là? Que vous ne pourrez même pas fournir. Adrien, c'est par deux fois, en 2004 et en 2009. Oui. Parfois, il y a des stars et des vedettes qui sont victimes de leur talent, ou de leur notoriété, ou simplement de leur renommée. Mais vous comprenez bien que finalement, notre grand journaliste, et non des moindres, est passé aux aveux. Oui, quand vous appelez petit bisou, non? Bisou, c'est bisou. Parce que devant le juge, si le juge ne lui trouvait pas de circonstances atténuantes, ce pourrait être des circonstances aggravantes, en cela que justement, c'est vrai que il n'y a pas de pièce à conviction en tant que telle. Mais déjà en passant aux aveux de la sorte, il dit, le juge peut-être conclure. J'ai peut-être dragué, mais il n'a pas jamais fait de drague lourde. Justement. Drague légère. Aidez-nous. Comment fait ça, le drague légère? Là, j'y perds mon latin. Cela, justement, si nous devons nous livrer à l'explication de test, nous retournerons au banc, au primaire. Il y a eu drague lourde, il y a eu bisous, léger bisous, je ne sais pas. Vous comprenez bien que face au juge, bon, c'est tellement qu'il aura l'honnêteté de plaider coupable pour que le juge in fine puisse lui trouver des circonstances atténuantes, parce qu'au cas contraire, on pourrait lui trouver des circonstances aggravantes, parce que vu sa notoriété, sa renommée, il faut pouvoir s'abstenir. Parce que lorsque vous ne faites pas attention, tout de suite, vous tombez sous le charme de certaines personnes, de certaines créatures qui vous font mettre le pied dans le plat et blanc, vous recevez le coup en plein visage. Donc c'est la situation qui advient maintenant, qui met dans ces petits souliers notre cher grand journaliste. Il y a beaucoup de footballeurs qui subissent le même sort ces derniers temps. Exactement. Et je voudrais dire à M. Amoussou que celle dont on parle, elle est vraiment belle aussi. Voilà. Elle impressionne. Donc, c'est tentant, quoi. Donc vous comprenez PPDA. Oui, je comprends PPDA. Même si il n'a pas encore lâché l'aveu complètement, il est quand même sur la voie, il est en train de venir. Non, bon, il dit aussi que
ça peut être une façon pour l'auteur du livre pour vendre son livre, parce que qu'on dise que c'est de PPDA qu'on parle dans cet ouvrage, vous comprenez que les gens doivent courir pour aller chercher l'ouvrage comme un best-seller, quoi. Un best-seller. Donc, lui, il va sur cette piste, mais dans le même temps, il fait ce genre d'aveu, en tout cas ce début d'aveu. Je pense qu'il faut demander à la justice vraiment de parvenir à démêler les chevaux, parce que c'est vraiment délicat. C'est la parole d'une femme contre celle d'un homme. Qui croire, encore que les deux sont des professionnels des médias. Oui, et dans ces circonstances, Jacques, dans ces circonstances, la justice va on est plus porté à croire à la femme. Voilà. C'est ça qui est la question. Et dans ces circonstances-là, le juge n'aura pas l'embarras. Donc on est tenté, on est porté à davantage. Mais la femme peut briser une vie comme ça, une carrière comme ça. Effectivement, ce sera alors une affaire de conscience. Ce sera une affaire de conscience. C'est-à-dire que ce sont des allégations pour juste vendre un ouvrage. Afin qu'on parle de best-seller, parce que, bon, on a dû prendre comme personnage principal ce journaliste-là, ce grand animateur, ce grand orateur-là. Vous comprenez bien, c'est vrai, peut briser une vie comme ça, mais cela, c'est une affaire de conscience pour elle. Mais quand on vient à vous citer, ça veut dire que vous aussi. Hein. Oui, ça c'est. Les politiques, ils sont champions de cette affaire-là. Les politiques, les footballeurs, voilà, les animateurs vedettes. Non, mais peut-être peut-être c'est la popularité aussi. Ah oui. Il y a parce que bon, même s'il y a des femmes, hein, même si vous ne leur donnez pas d'argent, elles sont fières d'être à vos côtés, parce que simplement vous êtes une star, c'est vous. Oui, on veut mettre peut-être dans son CV en griffe qu'on est sorti avec. Parce que c'est un marché en or. Peut-être un marché en or. On veut découvrir, on pousse sa curiosité. Ouais, mais peut-être PPDA, qui sait, est victime de sa popularité, qui sait. Mais c'est un peu délicat, vraiment. C'est délicat, parce que ça peut arriver à tout homme. Hein, et si une femme décide vraiment de vous saquer le moral, parce que le PDA, il n'a plus rien à vendre, comme on le dit. Il est à la retraite, il a fini 73 ans et en train de traîner devant les tribunaux. Vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi ça doit lui arriver. Et après près de 40 ans de passage dans la presse, je ne sais pas, vraiment. C'est qu'il faut dire, qu'il faut souhaiter aussi que nous sachions nous comporter, nous qui sommes, disons, devant... Allez-y. devant, peut-être exposé. Nous qui nous exposons comme ça, et connus, parce que, bon, le micro vous révèle, parce que la radio vous révèle, parce que l'écran vous révèle, il faut savoir aussi se comporter en public pour que si... Cette affaire ne se fait pas en public, non, Jacques? Non, mais ça ne se fait pas en public, mais... Si vous avez des comportements que vous développez même dans votre entourage, parce que des gens peuvent demain se porter témoin et dire non, telle personne, je la connais, elle ne peut pas agir de la sorte, elle ne peut pas faire ça. Même, c'est d'abord à partir de votre femme ou bien de votre époux à la maison. Non, moi, je connais ma femme, je connais mon mari, je connais mon époux. Il ne peut pas agir de la sorte. Mais si déjà vous développez ces vices-là, les gens auront du mal à croire, même si c'est du faux. On prendra ça pour du vrai. Parce que ça commence d'abord par l'entourage. Et oui. On se connaît, c'est ça? Ah oui, par l'entourage. Il faut bien que les gens aient des indices sur vous. Bon, dans le bon ou mauvais sens. Cela selon, et comme Jacques le dit si bien, cela selon vos comportements, vos habitudes, les réflexes que vous avez. Un confrère jaloux peut vous faire la fête? Justement, mais vous savez... dans la plupart des cas, il se fait que lorsque vous-même vous faites l'effort de bien vous comporter et que vous avez l'entre-gens nécessaire, bon, parfois vous arrivez quand même à éviter certains pièges. Vraiment? Vraiment, oui. Jacques, oui, mais on demande de faire attention, c'est ça? Très attention, parce que, bon, vous avez vu... Attention à nos conquêtes, on fait comment? Non, mais nos conquêtes, là il faut que ça se gère très bien. Pas consentement, c'est ça? Pas consentement, oui. Il
ne faudrait pas faire de bises Mais il y allait deux fois, par deux fois. Par deux fois, même. Se tromper comme ça. On dit, je ne veux même pas citer les mots employés par la femme. 2009, on dit oui, on contraint à aller au CES, après on dit fellation. Ouais, c'est pas bien. Ça varie. Et on l'a vu aussi dans le cas. Dans beaucoup de cas, on a DSK, on a vu Sonko au Sénégal. Donc, cette affaire, attention, c'est tentant, mais il faut savoir s'y prendre aussi. Ouais. Mais vous aimez ça quand même? Non, vous savez, pas forcément. Vous savez bien que... Moi, j'aime bien. Adrien, vous aimez? Un bon père voulait devenir père de famille. Vous êtes forcément appelé à avoir une épouse. À moins que vous ne devez devenir pasteur ou prêtre, je veux dire. Parce que même les pasteurs. Mais sous ça, donc chacun a une vie de famille. Parce que c'est pas la vie de famille. On doit aimer parce qu'on a pris par là pour venir au monde. On a pris par là pour venir au monde, on avoir des enfants, on doit prendre par là pour venir, pour avoir également une progéniture. Oui, il faut que ce soit un point de principe d'éducation et d'éthique. Tout à fait. La cité. Merci à vous, Adrien. Merci à Jacques. Madame, monsieur, merci. On se retrouve la semaine prochaine.